le gouvernement français, après avoir demandé l'armistice, connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi. Il résulte de ces conditions que les forces françaises de terre, de mer et de l'air seraient entièrement démobilisées, que nos armes seraient livrées, que le territoire français serait totalement occupé et que le gouvernement français tomberait sous la dépendance de l'Allemagne et de l'Italie. On peut donc dire que cet armistice serait non seulement une capitulation, mais encore un asservissement. Or, beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude pour des raisons qui s'appellent l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. Je dis l'honneur, car la France s'est engagée à ne déposer les armes que d'accord avec ses alliés. Mesdames, Messieurs, nous nous retrouvons pour commémorer l'appel à la résistance du général de Gaulle le 18 juin 1940. Comme pour nos dernières commémorations en ces temps de pandémie, nous n'oublions pas notre travail de mémoire, mieux, nous en faisons un moment d'éducation populaire. Le 18 juin 1940, depuis Londres, le général de Gaulle lançait sur la radio BBC un message d'espoir et de résistance aux Français pour refuser l'armistice voulu par Pétain et poursuivre la guerre par tous les moyens possibles. Charles de Gaulle appelle les militaires à refuser les ordres de Pétain, à désobéir, les appelle à le rejoindre pour continuer le combat, pour construire la résistance contre l'Allemagne nazie. C'est la voix de la France libre, celle qui refuse la débâcle, la défaite, l'humiliation et le repli sur soi. C'est le refus de la trahison de Pétain. Peu l'entendent dire en direct, en vrai, mais elle va se propager peu à peu, relayée par la presse étrangère, puis par la résistance qui va s'organiser en France avec l'engagement des Françaises et des Français libres. Le même jour, le Premier ministre britannique, Winston Churchill, faisait lui aussi un appel vibrant au peuple britannique pour résister. Il y a là, dans ces appels, le devoir du sacrifice, la rage de l'espoir et le souci permanent de combattre l'ennemi qui avance, ces bêtes immondes qu'étaient le nazisme et le fascisme. L'appel du 18 juin apporte une lueur dans les ténèbres de la guerre, un sursaut de liberté, une étape de résilience des armées et du peuple français pour se battre jusqu'au jour de la victoire. Combien de ces soldats de la clandestinité ont payé par le sacrifice suprême de leur vie cette liberté que nous goûtons aujourd'hui? L'armistice n'était pas la défaite de toute la France, mais seulement de celles et ceux qui avaient baissé les bras et celles et ceux qui ont accepté de collaborer. Cet appel rebelle et solennel est un acte fédérateur d'une autre France, celle de la liberté et de la résistance qui s'est battue pour reprendre son destin en main. Je rends donc hommage aujourd'hui, nous rendons hommage à toutes ces femmes et ces hommes qui ont sacrifié leur vie tout au long de la Seconde Guerre mondiale pour que nous soyons aujourd'hui le flambeau de cette première étincelle. Communistes, socialistes, gaullistes, démocrates chrétiens, ils ont choisi à l'époque de ne pas plier malgré la peur de l'arrestation, la peur de la torture, la peur de la déportation, et ils se sont rassemblés au sein des FTP et des FFI pour lutter. Soyons fiers de celles et ceux qui ont fait partie de ce grand mouvement de liberté, de celles et ceux qui ont reconstruit notre pays, de celles et ceux qui, depuis cette guerre sanglante, se battent dans notre pays pour que la liberté, la fraternité et l'égalité ne soient pas des vains mots, mais une vraie philosophie de vie. Aujourd'hui, le monde doit faire face à de nouveaux défis. Ils peuvent nous conduire dans bien des impasses, mais aussi, si nous savons les relever, nous conduire vers plus de progrès pour l'humanité. Alors sachons conserver la force du message du général de Gaulle qui a souvent rappelé au cours de ces années de guerre, je le cite, « Malgré ces épreuves terribles,
Notre peuple se sait et se sent assez riche d'idées, d'expériences et de force pour rebâtir comme il l'entend l'édifice de son avenir. Le discours du général de Gaulle nous résonne aujourd'hui pour ne rien lâcher de nos valeurs et de nos engagements. La haine transparaît trop bien dans notre société pour ne pas la voir s'immiscer de jour en jour dans le cœur et le discours des hommes. L'actualité de notre Europe en est un exemple inquiétant. Nous devons combattre toutes les formes de haine pour que notre pays se relève et soit fier de sa diversité, du courage et des femmes, des hommes unis dans le respect de l'autre. Pendant la guerre, le Conseil national de la résistance saura, par-delà les opinions différentes de ses membres, construire un texte de référence qui a directement inspiré des progrès sociaux exceptionnels dont nous profitons encore aujourd'hui. Ces progrès sociaux, grignotés ces dernières années par les technocrates d'un gouvernement qui méprise le peuple, ont permis aux gens une sécurisation durant la période de pandémie comme nous l'avons vécu ces derniers temps. L'esprit de résistance doit donc demeurer et durer. Nous continuerons à nous souvenir de tous ceux et celles qui firent le choix de l'honneur et du combat pour nos valeurs. Soyons à la hauteur de nos objectifs pour une société plus solidaire. Défendons nos idéaux pour que les générations futures soient fières de notre œuvre comme nous pouvons être fiers des générations passées. La nuit qui précéda sa mort fut la plus courte de sa vie. L'idée qu'il existait encore lui brûlait le sang au poignet. Le poids de son corps l'écœurait. Sa force le faisait gémir. Et tout au fond de cette horreur qu'il a commencé à sourire. Il n'avait pas un camarade, mais des millions et des millions pour le venger, il le savait. Et le jour se leva pour lui. Au rendez-vous allemand 1942-1945 de Paul Éluard. 16-18 juin 1940, la République se meurt, la résistance commence. Extraordinaire journée, unique dans l'histoire du pays, 3 conseils des ministres en 24 heures, conduits successivement par 2 chefs de gouvernement. La France s'est réveillée au matin du 16 juin avec un gouvernement de combat. Paul Reynaud, exténué, reçoit dans l'après-midi, alors que les nouvelles mauvaises s'accumulent, une proposition inouïe. Un traité de fusion franco-britannique en un seul pays, préparé par Jean Monnet et accepté par Churchill, que lui adresse le général de Gaulle. Les 2 gouvernements déclarent que la France et la Grande-Bretagne n'en sont plus désormais 2 nations, mais une union franco-britannique. Chaque citoyen français reçoit la nationalité britannique, chaque sujet anglais devient citoyen français. Elle se couche 3 conseils des ministres plus tard. Pétain, nouveau président du Conseil, usé par l'âge, 84 ans, est décidé à arrêter les combats, télégraphie son refus au Premier ministre Churchill. Le 17, le général de Gaulle s'envole vers son destin. La République se meurt, Pétain fait le don de sa personne à la France en demandant l'armistice avant d'entrer dans la collaboration avec Hitler. Le même jour, Charles Tillon, chargé de réorganiser le Parti communiste dans le Sud-Ouest, fait circuler dans cette région un appel à la résistance contre le fascisme hitlérien, se distinguant ainsi des directives du parti. Le 18, à 49 ans, un général de brigade inconnu se lançait dans une aventure que la propagande de Vichy jugera vouée à l'échec. L'appel est avant tout une réponse au discours de Pétain. De Gaulle dénonce les chefs qui sont responsables de la situation où se trouve le pays, remet en cause les arguments de la défaite utilisés par Pétain. L'armistice est un crime originel qui ôte toute légitimité au nouveau pouvoir, aux yeux du général. Il affiche la certitude de la victoire qu'il avait exprimée dans une émission de radio diffusée le 2 juin à la demande du quartier général au lendemain de sa victoire de Montcornet. Ce discours est un refus de l'armistice et un appel à la résistance. Tout sépare ces 2 hommes dans un avenir diamétralement opposé.
L'un, parlant d'un or nouveau, assassine sans le dire la République, l'autre veut maintenir la France dans le chemin de l'honneur et œuvrer pour rétablir la République. Sa conclusion est « aux armes, citoyens ». Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Lors de la libération de Paris en 1944, le général de Gaulle, président du gouvernement provisoire, propose d'ériger un mémorial à la France combattante. La réponse est toute trouvée, ce sera le Mont Valérien, où plus de 1000 hommes, résistants ou otages, sont fusillés pour une grande majorité communiste. Le 1er novembre 1944, le général de Gaulle rend hommage aux morts de la résistance, se recueille dans la clairière du Mont Valérien, avant de se rendre au fort de Vincennes, puis au cimetière d'Ivry-sur-Seine, principal lieu d'inhumation des fusillés d'Île-de-France. Henri Freinet, dirigeant du mouvement de résistance combat, ministre des prisonniers résistants et déportés, fait le choix suivant. Le soldat de 14-18 est seul. Pour 1939-45, les différentes catégories de combattants devront être représentées par la dépouille de l'un des leurs. Le soldat de 14-18 est inconnu. Les noms des morts pour la France de 39-45 seront rendus publics après avoir été tirés au sort. Dès le 18 juin suivant, décision est prise de faire de cette date et du site du Mont Valérien un véritable rendez-vous de la mémoire nationale. De Gaulle préside une cérémonie devant la crypte provisoire où reposent les 15 morts pour la France. Dans le même temps, les associations des familles de fusillés, fidèles à la mémoire de leurs proches, organisent des cérémonies dans la clairière au cours desquelles les noms des fusillés sont répétés. Le mémorial de la France combattante y a été érigé en 1960. Depuis, chaque 18 juin, à la suite du général de Gaulle, les présidents de la République rallument la flamme avant de pénétrer dans la crypte pour se recueillir devant les cercueils des soldats, résistants des différents lieux de combat de la guerre. Dans cette crypte, une inscription. Nous sommes ici pour témoigner devant l'histoire que de 1939 à 1945, ses fils ont lutté pour que la France vive libre. 80 ans après, il est important d'unir dans une même ferveur ceux qui s'engagèrent pour poursuivre la lutte, ainsi que les filles et fils de France de toutes origines, toutes convictions, qui ont fait le choix de la clandestinité pour combattre l'occupant au péril de leur vie. Il est important de rappeler aux collégiens et lycéens que certains ont été arrêtés, torturés, fusillés, déportés, pour que nous soyons un peuple libre. C'est à eux qu'il revient maintenant de porter les valeurs de paix et de démocratie qu'ils nous ont transmises. Il y a là des minutes, nous le sentons tous, qui dépassent chacune de nos pauvres vies. Cet appel du 18 juin 1940, donc on ne peut pas le réentendre aujourd'hui. On pense qu'il a été enregistré par les Britanniques vers 18h, annoncé dans le programme de la BBC vers 20h15 et ensuite diffusé à 22h. On suppose qu'il a pu être enregistré sur un disque de cire de l'époque et qui n'a pas été conservé. Un des points très curieux de l'historiographie de l'appel du 18 juin, c'est que le texte qui a été diffusé, prononcé par De Gaulle à la radio, n'est pas le texte officiel authentifié par lui, qui figure dans tous les recueils de textes. Le cabinet de guerre n'a autorisé la diffusion de l'appel du 18 juin que dans une version adoucie. De Gaulle a été amené à atténuer son texte. Ce texte, nous le connaissons aujourd'hui par une écoute des services secrets suisses.
à la fois les journaux et les services d'écoute suisses montrent qu'il y a une diffusion à 22 heures et dans des termes qui ne sont pas exactement ceux de la version écrite de l'appel du 18 juin. L'attaque de ce discours était très forte, puisqu'il disait les chefs qui, depuis de nombreuses années, exercent le pouvoir en France, ont formé un gouvernement, ce gouvernement s'est mis en rapport avec l'ennemi. Enfin, c'était quelque chose de très offensif et de très fort, qui induisait même déjà l'idée de trahison. Toute flèche à l'égard du gouvernement Pétain qui était implicite dans son texte a été éliminée. Dans le texte, il a été prononcé. Ce chapeau mettait en cause les chefs, pas nommément Pétain, mais enfin chacun reconnaît, c'était Pétain et Weygand en réalité, a été remplacé, d'après les comptes rendus que l'on a aujourd'hui, par une phrase plus neutre. Un gouvernement a été formé, il a demandé à l'ennemi les conditions d'un armistice. Mais il a veillé à ce que, pour le monde extérieur, ce soit bien son texte originel, celui que nous connaissons, qui passe dans les journaux anglais, qui soit diffusé dans le monde libre. De Gaulle prétendra toujours ne pas avoir soumis son texte aux Britanniques, ce qui est une absurdité, mais ce qui ménage un petit peu les amours-propres des uns et des autres. On n'a pas vraiment de données certaines qui permettent de dire que l'appel du 18 juin a été écouté par beaucoup de Français. Cet appel n'a pas été entendu en masse, mais qu'il y a eu certainement un effet boule de neige que la presse, le lendemain, la presse française a redonné des morceaux entiers de cet appel du 18 juin, et qu'après on en a parlé.